L'Instant Mag de Magali Barthès. Aujourd'hui, nous recevons une auteure dont le roman Bien-aimé, paru aux éditions La Belle Étoile, nous amène au camp d'Émile en 1940. Aurélie Tramier, qui partage son temps entre l'écriture et son métier de consultante, est aussi l'auteure de La Flamme et le Papillon aux éditions Belle Étoile. Elle est aujourd'hui à l'antenne de Radio JM. Bonjour à vous Aurélie. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire ce livre ? Alors, je suis aixoise et j'habite en Allemagne depuis 10 ans. Et j'avais envie de trouver un sujet qui réconcilie un peu les deux villes de mon cœur, Aix d'un côté et Munich de l'autre. Donc en cherchant, j'étais partie en fait sur des sujets autour de la Première Guerre mondiale. Et au cours de mes recherches, je suis tombée sur le camp d'Émile. Donc c'était quelque chose que je n'avais pas du tout attendu. Et puis, comme tous les aixois de ma génération, en fait, je ne connaissais pas le camp d'Émile, puisque la fondation a ouvert en 2012. Et moi, j'étais partie depuis longtemps, faire ma vie ailleurs. Et donc, j'ai découvert avec stupeur le camp d'Émile. D'abord, l'internement des Allemands qui avaient fui l'Allemagne nazie dès les années 30 et qui étaient venus se réfugier en France et qu'on a enfermés dès le début de la guerre parce qu'on a eu peur d'eux, ce qu'on peut comprendre. Et ensuite, surtout, la période de déportation en août 42, période qui m'a vraiment empli cette colère en fait monstrueuse quand j'ai découvert cette histoire-là. Et donc, j'ai su à partir de ce moment-là que j'allais écrire un roman sur le camp d'Émile. Et c'est aussi un bel hommage à tous ces internés du camp d'Émile. Dès le début du roman, vous nous plongez dans l'atmosphère poussiéreuse du camp d'Émile où Hans Weber, un célèbre oboïste allemand, vient d'être interné en mai 1940 avec des centaines d'intellectuels et artistes opposant au régime nazi et à l'antisémitisme. Qui était Hans plus précisément ? Il avait deux frères, Andreas et Maximilien ? Alors Hans Weber est un personnage de fiction, même si quasiment l'intégralité des personnages secondaires de ce roman sont des personnages réels. En revanche, lui ne l'est pas, c'est un oboïste. On l'appelle le maestro, c'est le plus grand oboïste du monde, parce qu'il me fallait un artiste, puisqu'il y avait beaucoup d'artistes internés dans le camp. Il a fui l'Allemagne nazie dès les années 30 parce qu'il a refusé, lors d'un concert, de jouer le Horst-Wessel-Lied, qui était l'hymne nazi. Il a refusé de le jouer devant Hitler, et donc on lui a fait comprendre que c'était mieux de déguerpir le plus rapidement possible. Donc il se retrouve dès 1934 en fait à Sanary-sur-Mer, où une grande communauté d'Allemands, 400-500, s'est reformée dans le village. Ils essayent d'oublier en fait leur exil même doré, mais ils essayent de faire avec. Et en 1939, dès que la guerre commence, on les enferme dans le camp par peur en fait que ces milliers d'Allemands présents sur le territoire français ne retournent sa veste et ne trahissent la France au profit des nazis. Et par des allées-venues entre le présent et le passé, vous nous dévoilez l'histoire des différents personnages. Alors cette histoire que vous nous faites vivre, c'est un peu celle de deux frères Hans et Andreas, unis par le destin et la promesse qu'ils se sont faites dans les tranchées en 1916. Pourriez-vous nous en dire plus ? Effectivement, on a trois frères, Hans, Andreas et Maximilian, qui vont chacun incarner une vision de l'histoire. Hans sera celui qui s'oppose aux nazis. Andreas est le grand blessé de guerre. Il va être blessé en 1915 en Alsace au Hartmann-Willerskopf et même s'il ne mourra que des années après de ces blessures-là, c'est vraiment la jeunesse sacrifiée. Et puis le dernier, Maximilian, malheureusement, représente ceux qui vont depuis Munich, se laisser séduire par l'Allemagne nazie. Donc la relation très forte entre Hans et Andreas est vraiment importante puisque Andreas, blessé, va rencontrer une femme, Elisa, une Alsacienne, dont il tombe éperdument amoureux et l'épouse, mais il est blessé, il est malade et quand Elisa et Hans vont se rencontrer, on sent bien dans leur regard qu'il va se passer quelque chose. Donc à la mort d'Andreas, Hans se retrouve enfermé quelque temps après dans le camp et sa belle-sœur, Elisa, vient lui rappeler sa promesse. Tu as promis, c'est la guerre, et tu as promis que tu veillerais sur moi. Et c'est un choix cornélien parce que Hans le sait, soit il s'enfuit d'Émile et il peut survivre, soit il reste au Mille et si la France perd, il est livré aux nazis et il n'a donc aucune chance de survie. Donc il aimerait tenir sa promesse, mais dans quelles conditions ? Ça va être l'un des gros sujets justement de ce roman. Et l'on découvre la vie au camp, la promiscuité, la chaleur, la poussière, le bruit. Seules les activités artistiques laissent un peu de répit aux prisonniers. La musique joue un rôle important dans ce roman. Oui, alors justement, en 1939, parmi les personnes qui sont enfermées dans ce camp, il y a énormément d'artistes, que ce soit des peintres, des musiciens, des chefs d'orchestre. C'est toute cette intelligentsia allemande, juive ou pas juive d'ailleurs, qui a fui dès les années 30. Donc il me fallait un artiste. J'avais le choix entre un peintre ou un musicien. Alors moi, la peinture, j'y connais vraiment rien. Et du coup, je ne voyais pas comment j'allais pouvoir parler de peinture dans un livre, alors que j'aime beaucoup la musique. Je connaissais rien au hautbois, pour être très honnête. J'ai choisi le hautbois parce qu'il me fallait un instrument petit, léger, transportable, et que, belle opportunité, ma voisine est oboïste professionnelle. Donc, elle m'a énormément aidée sur ce roman pour faire vivre ce personnage de Hans, qui donc va jouer beaucoup de musique dans ce camp et exprimer énormément d'émotions à travers elle.
L'idée du hautbois était donc toute trouvée. Parallèlement, dans ce roman, vous nous faites découvrir Esther, sage femme dont le mari vient de la quitter. Elle traverse une période très difficile avec son fils Tristan, adolescent, et sa grand-mère atteinte de la maladie d'Alzheimer. Alors, ce roman est construit sur 2 époques qui vont finir par se recroiser, évidemment. Donc, on a Hans Weber en 1940 et on vit le camp en 40 puis en 42 avec Elisa. Et puis, on a Aix-en-Provence 2022, Esther, donc, qui est sage-femme à l'hôpital d'Aix, qui est en plein divorce. Elle a un fils de 16 ans, elle va mal. Et son père, pour lui remonter le moral, lui offre une montre qui est dans sa famille depuis longtemps, puisqu'il la tient lui-même de sa mère aimée, qui est atteinte d'un Alzheimer et qui parfois est capable de parler et parfois non. Et cette montre est très particulière, elle est très reconnaissable, c'est une Omega Saint-Christophe, donc c'est une montre qui existe. Au dos de cette montre, il y a une gravure, Hans W. Et donc Esther se demande qui est cette personne, un Allemand en plus manifestement, et en accompagnant son fils à une sortie scolaire au camp d'Émile, elle va dans la galerie de portraits du premier étage tomber sur un portrait immense d'une femme, il y a juste écrit août 42. Cette femme tient un enfant dans les bras et on voit son poignet, et là elle reconnaît la montre. Et à partir de ce moment-là, elle va vouloir chercher qui est cette femme et quel est ce lien avec cette montre. Et puis un jour, lors d'une visite à cette grand-mère, Esther et Tristan sont troublés par le comportement de la grand-mère. Murée dans son silence depuis bien longtemps, elle vient de manifester l'intérêt pour la montre que porte sa petite fille. Et donc, que se passe-t-il ? Alors c'est ça en effet qui va déclencher. Donc au début, Esther reçoit cette montre Hans W. Et puis elle aime beaucoup les montres. C'est une montre d'homme qui date de 1937, qui est absolument sublime. Donc on peut la chercher sur Internet puisqu'elle existe. Et en allant voir sa grand-mère à la maison de retraite, elle va faire passer son poignet pour prendre quelque chose. Bref, son poignet passe devant les yeux de sa grand-mère qui attrape son poignet et se met à pleurer. Alors pour les gens qui ont autour d'eux quelqu'un qui a l'Alzheimer, comme c'était le cas de ma grand-mère, c'est vrai qu'ils ont ces espèces de flashs de bon sens en fait et des réactions parfois qu'on arrive du mal à expliquer. Donc le fait de voir sa grand-mère qui se met à pleurer violemment en fait devant cette montre va vraiment la troubler et c'est dans un second temps qu'en fait elle va découvrir ce portrait en fait au camp d'Émile, ce qui va vraiment la convaincre de faire cette recherche. Il y a donc une traduction personnelle dans ce livre, donc effectivement. Oui, alors il y en a beaucoup, mais effectivement sur la partie de l'Alzheimer, c'est ma grand-mère qui est derrière ce personnage-là. On comprend votre émotion. Et c'est par hasard en accompagnant son fils lors d'une visite culturelle au camp d'Émile qu'Esther fait une découverte qui va bouleverser sa vie et celle de sa famille. Voilà, donc en fait, c'est vrai que ce qui est rigolo, c'est que la période de 2022, pour moi, qui représente un tiers du roman, était plutôt une béquille au début pour construire mon roman. Et elle me permettait d'adoucir, en fait, toutes les révélations. Parce que c'est quand même un roman sur la Shoah, c'est un roman qui est difficile. Et au final, en fait, quand je parle avec des gens qui ont déjà lu le livre, pour eux, ce sont les personnages principaux. Parce que ce sont eux les personnages contemporains, ce sont eux qui touchent. Et donc, à partir de ce moment, de cette double découverte, donc l'émotion de sa grand-mère et la montre au camp d'Émile, Esther va mener une véritable enquête qui est tout à fait possible par les moyens actuels et donc va bouleverser, et cette enquête va effectivement bouleverser sa vie et celle de sa famille. Alors sans nous dévoiler toute l'histoire, pourriez-vous nous donner quelques éléments supplémentaires pour les auditeurs de Radio JM ? Comment Esther et Tristan vont-ils découvrir le passé de cette grand-mère de 85 ans ? Aimée va-t-elle en retrouver quelques bribes et que sont devenus ensuite Elisa et Hans ? Alors, je ne vous répondrai pas sur la dernière question, puisque c'est le sujet. Mais effectivement, en fait, ils vont, grâce au service des archives, grâce à tout ce qu'on peut trouver sur Internet aujourd'hui, mais bon, qui est un excellent service d'archives ici, au camp d'Émile. Ils vont aussi aller à Paris, au mémorial de la Shoah, où on peut trouver, en fait, les listes de toutes les personnes qui ont été déportées, puisqu'on sait que cette femme, la photo date d'août 42, donc c'est vraiment le moment des déportations. Le camp d'Émile est capable de retrouver, en fait, ils n'ont pas le nom de cette femme, donc c'est vraiment la difficulté, mais ils vont l'obtenir, mais je vous dis pas comment. Et donc, ils vont réussir à retracer en fait le parcours de cette femme et à travers elle, un parcours qui va les toucher vraiment directement. Eh bien, merci beaucoup Aurélie. J'espère que cette présentation donnera envie aux auditeurs de lire le livre et aussi de découvrir le camp d'Émile pour ceux qui ne le connaissent pas. Merci. Merci beaucoup. Et je vous invite effectivement à découvrir le camp d'Émile, qui est vraiment un endroit bouleversant, avec un mémorial qui est extrêmement bien fait pour les jeunes et les moins jeunes. Merci. Au revoir.